néonatale qui occupe une bonne partie. Il y a les problèmes de pneumonie, il y a un peu les problèmes de diarrhée, il y a surtout le paludisme qui demeure quand même une cause de mortalité chez les enfants, et également le sida. Et environ peut-être un tiers de ces problèmes peut être lié à des problèmes de sous-nutrition. Quand on dit sous-nutrition, c'est que l'enfant ne reçoit pas suffisamment d'aliments appropriés, donc par rapport à ses besoins. Quand nous regardons les faits au niveau du Cameroun, on se rend compte que seulement 21% des enfants sont exclusivement allaités jusqu'au 6e mois. Ça veut dire qu'il y a 79% d'enfants qui prennent autre chose que l'allaitement maternel de 0 à 6 mois. Et cette autre chose-là, c'est quoi? Il faudrait vraiment l'identifier. Et quand on le quantifie, ça fait environ 11 000 tonnes en termes d'aliments. Or, ce que nous avons comme marché, nous, de lait infantile, on appelle les formules infantiles, ça ne représente même pas, c'est moins de 10% en fait, de ces 11 000 tonnes. Donc ça veut dire que l'enfant prend effectivement autre chose que le lait maternel et autre chose aussi que les formules infantiles. Donc c'est ça que nous allons essayer de regarder. Et quand on sait ce que coûte ce que vous appelez communément du biberon, le reste de l'alimentation infantile et formules, il faudrait peut-être dépenser 1000 francs CFA par jour. Or, on a 50% des Camerounais qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. Donc c'est également matière à réflexion. Si nous examinons pour quelles raisons en Afrique, de façon générale, les mamans disent qu'elles arrêtent d'allaiter. Demandez maman, vous arrêtez d'allaiter pourquoi? Il n'y a aucune information sur laquelle, oui c'est Nestlé, oui c'est les filles qui font le lait. La maman arrête d'allaiter en fait pour des raisons personnelles. Soit vu qu'elle n'a pas assez de lait, l'enfant peut ne pas être rassasié, il pleure, soit elle a repris le travail, soit elle n'a pas assez de congé de maternité, elle peut habiter loin de son lieu de travail, il peut avoir la maladie, ou bien elle est héritée parce que l'enfant n'est pas tous les mouvements. Donc c'est une décision qui est pour la mère, sans aucune autre influence. Aucune autre influence sur ce soir. Quand on regarde également la raison avancée sur la non-pratique de l'allaitement maternel au niveau du Cameroun, ça c'est la thèse d'un étudiant qui s'appelle Pressad, à la faculté de médecine de Yaoundé en 2012. On se rend compte que là où l'industrie peut être concernée, c'est uniquement pour les 0,4%. Il faut même pas de l'avis du conseil du médecin et les 0,8% où la maman peut demander l'avis de son entourage. Mais toutes les autres raisons sont des raisons qui sont dépendantes même d'une décision de la maman. Et juste pour vous faire comprendre que c'est vrai que le taux d'allaitement maternel est bas et nous devons vraiment travailler pour pouvoir l'améliorer. Mais d'autre part, il faut chercher à éradiquer le problème à la source. Il faut traiter la maladie avec le bon médicament pour aller terre à terre. Parce que quand on regarde ce que l'enfant consomme d'autre, on se rend compte qu'effectivement il y a un problème. L'enfant consomme quelque chose qui n'est pas approprié. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'OMS, dans le projet de commercialisation des fruits maternels élaboré en mai 1981, a été clair. Quand la maman ne peut pas allaiter, parce que les dons maternels, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais quand la maman ne peut pas allaiter, il y a une alternative unique qui est la formule infantile, qui est adaptée aux besoins de l'enfant et que la maman devrait pouvoir donner correctement. Mais est-ce que c'est le cas? Quand l'enfant n'est pas allaité, qu'est-ce que la maman donne d'autre? Pourquoi est-ce qu'elle n'allaite pas? Quand elle n'allaite pas, qu'est-ce qu'elle donne d'autre? Il y a effectivement un problème et vous vous rendez compte ici, il y a une courbe qui est en rose là. Ce qui est en rose, c'est la proportion, le pourcentage d'enfants allaités. Ça, c'est les pratiques alimentaires par le Cameroun, éditées par l'UNICEF. Quand l'enfant n'est pas allaité, vous regardez, entre 0 et 6 mois, on constate qu'il y a plein d'autres aliments, dont les aliments de cheval avant 6 mois. Plein d'autres aliments qui sont donnés à l'enfant. Essentiellement la bouillie, essentiellement l'eau de riz, essentiellement même de l'eau, et le lait de vache, le lait de chèvre, des laits entiers, des laits qui ont forcément
des effets négatifs sur l'enfant parce qu'ils n'ont pas la même composition que la référence. Ils n'ont pas été modifiés pour répondre aux besoins de l'enfant. Et l'enfant, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible. Et il ne parle pas, c'est pas le problème de l'enfant. L'enfant ne peut pas dire que maman, ce que tu me donnes là, moi-même je ne me sens pas. Hein, il ne parle pas comme un enfant, peut-être qu'il n'y a pas une méditation. Donc c'est assez délicat. Et ça, c'est les données de l'UNICEF. Ce que nous devrons donc faire avec vous, hein, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est de contribuer à augmenter ce qui est en rose là, et qui n'est pas bon, parce que l'allaitement maternel exclusif, c'est trop bas. Il faudrait pouvoir l'augmenter. Mais aussi dans vos campagnes au niveau des communautés, parce que vous êtes des agents de santé communautaire, vous êtes une couche de population, quand la mère ne peut pas allaiter, si vraiment vous avez constaté que la mère ne peut pas allaiter, il faut opter pour une autre alternative. Au lieu d'aller dans les bouillies avant 6 mois, dans les laits entiers, dans les laits en vrac parce que c'est moche, etc., il faut pouvoir l'éduquer à bien pouvoir préparer une formule infantile parce que c'est ce qui reste le meilleur pour l'enfant. Tel que connu par l'OMS quand la mère ne peut pas allaiter. Donc c'est vraiment le message qu'on vous fait passer. Vous parlez donc des mauvais substituts du lait maternel. Quand le lait maternel n'est pas disponible, ce que les mamans font, elles donnent de l'eau sucrée, du lait de vache, du lait concentré sucré, de bouillie, du verre, de jus de fruits, du soda, etc. Avec toutes les conséquences négatives qu'on connaît donc au niveau de la santé de l'enfant. Et il y a quelque chose de fondamental que l'OMS a également déclaré. Quand il n'y a pas de nourriture, c'est vrai qu'on peut être affamé, on peut avoir tous les problèmes. Mais si on n'est pas éduqué, c'est-à-dire si on ne sait pas reconstituer un repas, si la maman ne sait pas ce qu'on appelle protéines, elle ne sait pas ce qu'on appelle vitamines, elle ne sait pas ce qu'on appelle sels minéraux et leur importance, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas une éducation, ce sera beaucoup plus dramatique que de ne même pas avoir de nourriture. Okay? C'est-à-dire que l'absence d'éducation est plus dramatique que l'absence de nourriture elle-même. Pour pouvoir contribuer à remettre les IEC, tel qu'on l'a appris partout, l'information des mères, l'éducation au niveau des mères et la communication au niveau des mères, c'est très important. Pour pouvoir bien guider dans l'histoire des mères. Je vais revenir sur le problème de l'eau également. Parce que l'eau qui est donnée, on a vu que l'eau fait une grande partie. Quand ça vient de donner l'eau à l'enfant, parce que le lait maternel, on sait, il a plus de 90% constitué. Mais quand le lait maternel n'est pas disponible, il faut faire attention à la qualité de l'eau qu'on utilise. Parce que même quand la mère n'utilise pas les formules infantiles, l'eau là, l'eau que vous donnez à l'enfant, si elle n'est pas potable, si elle n'est pas hygiénique, il y aura un problème au niveau de la santé, au niveau de la santé. Je vous prends un exemple. On demande aux gens de rouler sur l'axe sous 80 à l'heure et de mettre la ceinture de sécurité. Quelqu'un qui a 160 à l'heure et qui n'a pas mis la ceinture de sécurité, il est dans une voiture de marque Toyota. Quand il fait l'accident, il y a les morts. Qui est responsable? C'est qui? Est-ce que c'est Toyota? Quand la maman prend l'eau sale, l'eau qui n'est pas bouillie, l'eau qui n'est pas propre, pour reconstituer, sans faire de publicité, peut-être un produit qu'on appelle du dose, qui appartient à l'esprit, et que l'enfant après fait la diarrhée, il y a des problèmes, qui est-ce qu'il faut appuyer? Hein? Quand les gens accusent Nestlé, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le message qu'on vous fait passer. Donc c'est un problème d'éducation. Si pour la voiture qui a fait l'accident, si pour le gars qui a bu un casier de bière et qui a fait des gaffes, etc., on n'accuse pas. On accuse le manque d'information, on accuse le manque de communication, le manque de respect de la communication. Donc il faut sensibiliser les mères, il faut éduquer les mères, il faut communiquer aux mères quels sont les avantages du fait vraiment très appropriés. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui doivent également nous interpeller et qui sont responsables de ce qui se passe au niveau de la santé de nos enfants et de en général. C'est vrai qu'il y a l'allaitement maternel qui est de 21%, ça c'est un problème. On a l'anémie chez les moins de 5 ans, qui est de 81%. On a 0,2 médecins, c'est-à-dire même pas un médecin pour 1000 habitants.
alors qu'au niveau du monde, on est à une moyenne de 185 médecins de 1000 habitants. On a 48% de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc cela devrait pouvoir nous interpeller. On a 1,5 lit au Cameroun par 1000 habitants, alors que dans le monde en moyenne, on a 117 lits par 1000 habitants. Donc cela devrait pouvoir nous interpeller. Nous avons des problèmes de carence en fer, les carences sont plus importantes. Et il faut vous rendre compte que quand l'enfant est mal alimenté pendant la petite enfance, là a une répercussion sur son avenir, sur sa santé, sur le long terme. Nous avons également 36% de retard de croissance intra-utérine et 11% de perte de poids de naissance. Voilà des conséquences d'une mauvaise alimentation des enfants. Les principales carences, on a le fer, on a l'iode, on a la vitamine A au niveau du Cameroun, et il faudrait également penser donc à adresser ces problèmes. Et j'insisterai beaucoup sur le fer, parce que la carence en fer, il faut savoir comment la gérer. Nous savons que la grossesse, je vais revenir là-dessus, la grossesse est une période importante pour la maman, et la majorité du fer s'accumule pendant le 3e trimestre de la grossesse. Donc si la maman, la femme enceinte, ne reçoit pas suffisamment de fer pendant sa grossesse, il y aura une carence en fer chez l'enfant. Et on verra un peu plus tard à quoi ressemblent les carences en fer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la mortalité infantile. On a également la pauvreté, on a la nutrition des mères. Vous regardez ici, la mortalité est très élevée. La mortalité maternelle est assez élevée au Cameroun et a un lien avec la mortalité infantile. Et il faudrait que la lactation soit également prolongée. Parce qu'on a beau dire les hommes atteignent jusqu'à 6 mois. Après 6 mois également, la mère doit continuer au moins jusqu'à 24 mois à donner le sein à l'enfant, afin que tous les facteurs immunoprotecteurs, on a les facteurs de protection de l'enfant qui ne peuvent venir que du lait maternel, l'enfant puisse contribuer donc à en bénéficier. Il y a également le sida. Vous voyez, ça c'est les enfants avec sida. On a beaucoup plus d'enfants dans la couche d'enfants avec sida que dans la couche des enfants qui n'ont pas le sida. Ça c'est également un des éléments à prendre en considération. Également les problèmes d'obésité, doivent également être pris en considération. Bon, je parlerai également de la fertilité et de l'espacement de naissance. En Afrique et dans les pays, vous voyez c'est en bleu là, il y a beaucoup d'enfants par ménage, par femme, c'est dans les pays développés. Et cela également peut avoir un lien avec l'accroissement de la mortalité infantile. Je parlais de l'éducation chez la femme. Le nombre d'années que les femmes passent à l'école, en moyenne, sont généralement insuffisants. La femme n'est pas assez éduquée. Il faudrait que les politiques puissent donner beaucoup d'accès à l'éducation des femmes, à l'alphabétisation des femmes, afin de pouvoir jouer également un rôle dans la réduction de la mortalité infantile. Ça, c'est les statistiques que nous démontrons. L'éducation. Moins on est éduqué, plus on est pauvre. Vous voyez dans les pays développés, ça c'est les images, tout ce que vous avez à droite là, ici. La richesse est là, et le nombre de gens passés à l'école. Plus on est allé à l'école, vous voyez, plus on est allé à l'école, moins on est également pauvre. Alors, j'ai parlé de l'anémie au niveau du Cameroun. C'est vraiment un problème de santé. Bien chez la femme non enceinte, chez la femme enceinte, chez l'enfant en âge scolaire et chez l'enfant de moins de 2 ans. Ça c'est important. Quand l'enfant ne reçoit pas suffisamment de fer, qu'est-ce qu'il passe? Parce que le fer est un élément minéral qui rentre dans la construction du cerveau. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le cerveau au scanner d'un enfant qui n'a pas reçu assez de fer, qui est mal nourri en fer, et le cerveau d'un enfant normal. Vous voyez un peu la différence? Vous voyez la différence de structure nerveuse, les nerfs dans le cerveau d'un enfant qui n'a pas reçu assez de fer, et le nerf dans le cerveau d'un enfant de 3 ans qui a reçu assez de fer. Et j'ai dit le fer, la femme enceinte le reçoit essentiellement pendant le 3e trimestre de la grossesse. Et c'est pour ça que chez nous, en Nestlé, nous avons mis en place un programme d'éducation maternelle et infantile que nous partageons ici avec vous, et qui va de la conception même de l'enfant jusqu'à l'âge de 24 mois, jusqu'au 2e anniversaire. Et ça fait environ 1000 jours. C'est ça qu'on parle
des 1000 premiers jours. Importance d'une bonne nutrition maternelle et infantile pendant les 1000 premiers jours, afin de garantir une bonne santé, non seulement de la mère, mais également une bonne santé de l'enfant, et contribuer ainsi à réduire la mortalité infantile. Nous allons donner quelques exemples de ce programme de nutrition maternelle et infantile. Au niveau de nos sociétés dans le monde, ça c'est le cas de l'Afrique du Sud, on a des salles d'allaitement maternel, des petites crèches, pour encourager donc le personnel, les femmes qui ont accouché. On dit souvent que bon, là, on dit qu'on n'allait pas. Elle a préféré donner le biberon bien telle formule infantile parce qu'il faut qu'elle laisse l'enfant à la maison. Nous on dit non, vous pouvez venir avec l'enfant au lieu de service à 10h, à 11h, à 15h. Quand il faut donner le lait, ça faut le lait, on a aménagé une salle pour la maman. Elle va donner le sein à l'enfant. Donc voilà des initiatives que nous faisons pour favoriser, optimiser la bonne nutrition de la mère et de l'enfant. Nous avons commencé également au Nigeria, à côté, au niveau du Nigeria, à l'entrée Nigeria. Ça c'est des salles d'allaitement maternel pour nos employés. Et quand nous discutons avec vous les ONG, demandez également au ministère, quand vous faites des réunions au ministère de la Santé, avec les délégations, il faut également les encourager à votre niveau. Pour que dans les locaux, on puisse ouvrir des petites salles comme ça. Des petits bureaux, peut-être la moitié comme celui-ci. On met des structures pour que la mère qui doit allaiter son enfant puisse continuer à allaiter. Parce que quand l'allaitement également s'arrête, on sait que cela peut avoir une incidence sur la durée, être un frein sur la durée donc de l'allaitement maternel. Concernant donc ces choix-là, nous avons défini une période capitale donc de la grossesse à la petite enfance avec notre programme bien démarré, bien grandi. Nous sommes la seule structure au monde qui a investi autant dans le matériel pour la promotion des matériels. La seule structure privée. Nous avons toute une panoplie de matériel. Et avec des partenaires comme vous, nous choisissons le matériel qui est approprié, dans la langue qui est appropriée, et nous assurons une production. Donc vous aider à imprimer cela et à le et vous allez le distribuer donc au niveau des mains. Ça c'est sur notre site internet, le site internet de Nestlé. On a des pages qui sont dédiées à la promotion, au bienfait du lait de la mère. Ça c'est ce que nous faisons comme initiative. Quelles sont les astuces, les meilleures positions? Et ça c'est ce que nous avons développé il y a 2 mois avec Nestlé au Zimbabwe, avec le ministère de la Santé du Zimbabwe. Comment bien allaiter, comment tenir l'enfant pour la succion, quelles sont les astuces, les stratégies pour bien réussir l'allaitement, etc., etc. Donc ce qu'on pourra faire, c'est de partager avec vous ce qu'on a déjà fait dans ce pays-là, pour vous faire circuler, et de voir comment nous aussi on peut le reproduire, peut-être un peu circuler pour regarder. Ça c'est ce que nous développons en collaboration donc avec le ministère de la Santé au niveau du Zimbabwe. Donc c'est ce genre de matériel qu'on pourra développer donc ensemble et pourra contribuer donc à promouvoir davantage la pratique de l'allaitement maternel qui n'est que de 21% d'allaitement maternel exclusif au niveau du Cameroun. Nous avons beaucoup de soutien dans ce sens. Nous avons le soutien du gouvernement parce que nos activités en faveur de la protection de l'enfant et de la promotion du système de santé mère et enfant au niveau du Cameroun a été signé il y a 2 ans. On a eu un partenariat en 2010 entre le ministre de la Santé, M. Mohamed Fouda, et le directeur général de Nestlé Cameroun. Nous avons également apporté une réponse globale au niveau de l'amélioration de la compétence. On a dit sans éducation, il y aura un problème de prise en charge de ces maladies, de ces carences nutritionnelles-là. Nous avons mis en place le premier et unique cours africain de nutrition pédiatrique. Chaque année, on a commencé au Cameroun à Libé en 2011, en Côte d'Ivoire à Sydney en 2012. L'année prochaine, on est au Sénégal pour pouvoir mettre tout le monde sur la table, tous les pays d'Afrique francophone, et de discuter des problèmes de nutrition pédiatrique, en commençant bien sûr par la réflexion sur la bonne pratique et l'encouragement des mères à allaiter exclusivement leurs enfants de 0 à 6 mois. Ça, c'est notre priorité fondamentale. Et vous avez vu tout à l'heure que la mortalité néonatale, qui n'a rien à voir avec la nutrition,
parce que c'est des problèmes de prématurité, c'est des problèmes de détresse respiratoire, parce que l'enfant est tellement délicat que, à sa naissance, là, il faut mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir garantir la survie. Ok, parce que quand un enfant est prématuré, le système n'est pas prêt. Hein? C'est comme une voiture sans roue, sans disque d'embrayage, sans frein, ça ne peut pas marcher. Donc l'enfant n'est pas prêt. Il faut pouvoir rapidement mettre l'enfant au même niveau que celui qu'ont les enfants qui sont nés à terre. Et ça n'a rien à voir avec la nutrition, ça n'a rien à voir avec les laits maternels, ça n'a rien à voir avec les formules infantiles. Et cette mortalité de 30 pour 1000 au niveau du Cameroun, 30 pour 1000, la mortalité néonatale, de la naissance jusqu'au premier mois. Et nous, on se dit qu'on a une responsabilité sociale. Avant d'engager une intervention nutritionnelle, c'est-à-dire qu'avant de discuter lait maternel ou pas, avant de discuter du lait maternel ou pas, avant de discuter sur les alternatives du lait maternel ou pas, il faut d'abord garantir que le consommateur soit sûr. Nous, on a une responsabilité sociale, ça nous interpelle. Il faut réduire la mortalité infantile chez les moins de 5 ans, mais surtout réduire la mortalité néonatale, qui est de 30 pour 1000, alors que chez les 5 ans, elle est de 131 pour 1000. Vous voyez déjà que 30 de 131, ça fait quand même un gros pourcentage. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté du matériel de formation de formateurs, donc en stratégie de réanimation néonatale. Vous voyez, il faut pouvoir travailler la détresse respiratoire, il faut pouvoir attaquer tout ce qui a comme conséquence sur la prématurité donc, de l'enfant. Okay. Nous avons des partenaires, commençant par le ministère de la Santé, des sociétés savantes de néonatologie, et nous formons donc des formateurs à la prise en charge, la ventilation de l'enfant, la réanimation de l'enfant, comme des poupées. Hein. On essaie de former des gestes qui sauvent, comme on dit, comment utiliser les masques à oxygène. Et là où les budgets nous permettent, chaque formateur à la fin reçoit son petit kit. C'est un kit qui va après l'aider à aller à Yokaduma, à Bayangam, à Garboulay, à Lacto, pour essayer donc également de former les autres sur les enseignements donc, qu'ils ont reçus. Donc, le but de cette réunion, c'était de renforcer donc les relations avec vous, en vous présentant vraiment les faits scientifiques. Et en vous permettant donc de maintenir le focus sur ce qui doit être essentiel pour améliorer la mortalité, donc réduire la mortalité chez les enfants. Nous avons également, en termes de recherche en nutrition, le seul centre de recherche en nutrition en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et où nous mettons au point certains éléments, on dit biofortifiés. C'est-à-dire, on apporte assez d'éléments nutritionnels pour pouvoir garantir une sécurité alimentaire chez tous nos consommateurs. En conclusion, je vais vous dire que nous travaillons de pair avec la vision de certaines ONG très efficaces dans le domaine de la prise en charge de la santé infantile telle que l'UNICEF, dont le champ d'action commence dès la grossesse jusqu'au 24e mois chez l'enfant. Parce que nous l'avons vu, la grossesse est également une période délicate. Si la femme enceinte n'est pas bien nourrie, il y aura une incidence donc sur la santé de l'enfant. Et ces incidents, la science l'a démontré, se réfère à la croissance de l'enfant, le développement des os, les maladies coronaires et cardiaques, la prématurité, le diabète, les allergies et l'asthme, etc. Donc c'est ce plan-là que nous avons voulu donc vous mettre en avant, et tout notre partenariat avec les ONG, avec les ministères, avec les décideurs politiques, doit se situer dans ce cadre-là. C'est-à-dire partir de la période même où on a conçu l'enfant jusqu'au deuxième anniversaire, des 1000 premiers jours de l'enfant. Parce que déjà le fœtus, l'embryon là, c'est déjà un enfant. Il y a déjà viabilité. Il faut pouvoir assurer donc une bonne nutrition maternelle donc infantile de l'enfant pendant cette période. Donc l'enfant doit être au cœur même de nos décisions. Comme l'a dit M. James, comme si on s'était parlé avant cette réunion, les décisions donc affectant l'enfant sont prises à différents niveaux. Tout le monde est concerné, dont la famille, la communauté, le gouvernement, les institutions régionales,
les ONG internationales et les institutions multilatérales. Et chaque décision doit vraiment être prise au cœur de l'intérêt de l'enfant. Donc, j'attends que vous ayez des questions et la discussion pourra être ouverte.